Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme toujours de Sid. Bonsoir Sid. Bonjour Sid, bonsoir, oui on est le soir. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Tu as trahi notre petit secret, nous sommes en effet le soir, 21h38 le 27 février. Bah écoute, ça va très bien mon cher Kira, ravi de te retrouver et ravi de vous retrouver. Donc la semaine est passée relativement vite, donc ça fait plaisir. En ce moment je suis en train de farmer Hollow Knight, donc un jeu exigeant, si je puis dire. Je l'avais fait, oui, sur Serix, celui-ci. Avec une très belle direction artistique, un très bel OST, un jeu difficile comme je les aime. Donc voilà, je prends énormément de plaisir. Je continue mes pérégrinations sur Xenoblade Chronicle 2, évidemment. Et c'est à peu près tout pour mon programme. Et toi, Kira ? Alors, moi, cette semaine, j'ai terminé le jeu de mon test de la semaine, donc qui est Lost Records. Enfin, tu me diras tout à l'heure. Ouais. J'ai fini également la série Dexter Résurrection, le préquel à Dexter. Alors, c'est comment ? Et c'était très très cool. J'ai vraiment été agréablement surpris. J'ai pas aimé les dernières saisons de Dexter, la toute dernière non plus, la New Blood. Mais là, c'est vraiment bien parce que ça renoue vraiment avec l'ADN des premières saisons de Dexter, en fait. Et l'acteur principal, j'avais peur qu'il ait un gros déficit de charisme, mais en fait, non, c'est vraiment super bien. Bah écoute, je tenterai, j'avais fait la New Blood aussi, que j'avais chroniqué et détesté d'ailleurs. Donc celle-ci, ok, je la ferai alors. J'aime beaucoup Dexter. Ça, et j'ai fini Star Trek Discovery, donc pareil, c'était un gros morceau, j'enquille un peu tous les jours. Donc voilà, j'avance doucement, mais sûrement en tout cas. Est-ce que tu peux nous présenter le sommaire du coup, avant de commencer ? Alors tout à fait, nous avons parlé d'Xbox et l'intelligence artificielle. Ensuite tu nous parles de Konami et Silent Hill. J'enchaîne sur une petite interview qu'il y a eu de Shuhei Yoshida qui a quitté PlayStation et que voilà, il raconte plein de choses, son analyse sur le marché. Et en quatrième actualité, donc il y a 4 actus cette semaine, c'est la fermeture du studio Monolith. J'ai failli oublier la quatrième actu. Ensuite le test, tu l'as dit, Lost Record, et en sujet hors sujet, la saison 2 de Bref, donc Bref 2. C'est ça, avant de lancer le générique, du coup, comment on peut te faire plaisir ? Ah, ma session préférée. Et qui marche très bien. Donc merci, vous êtes nombreux à nous mettre 5 étoiles sur les applications de podcast. Et vraiment continuez, c'est vraiment comme ça que vous pouvez nous soutenir. Vous savez que c'est important, on le dit à chaque fois, c'est peut-être même un peu relou pour vous à entendre chaque semaine, mais on ne demande rien d'autre. Donc finalement, voilà, un prêté pour un rendu, comme on dit, c'est ça. Et les réseaux sociaux, vous le savez, Facebook, Twitter, Insta, etc. Notre formulaire sur le site web latavernedugamer.fr. Bref, nous sommes à votre entière disposition. Bon, peut-être pas quand même, mais on est là, quoi. S'il y a besoin, on n'est pas loin. Petit disclaimer avant de commencer, j'ai la mâchoire en vrac, donc ça va peut-être être difficile, peut-être que je vais bafouiller ou mal articuler, je m'en excuse par avance. Donc après tout ça, on attaque le générique. Parler de Konami et de la Bloober Team. Donc pourquoi on va parler de Konami et de la Bloober Team ? Tout simplement parce que Konami a décidé de confier un nouveau projet après le succès de Silent Hill 2 Remake. Donc même on peut dire après le très beau succès de ce remake, car 3 millions de ventes, c'est pas rien, et pour Konami a priori c'est même très très bien, car ils ont décidé de confier un nouveau projet à la Bloober Team. Le remake était sorti en octobre 2024, donc tu l'avais testé, il avait été acclamé par sa technique, son ambiance fidèle à l'original. Il a atteint même un score de 92% sur Metacritic, et de mémoire il était top 5 dans tes GOTY, je crois. Oui, tout à fait, il était top 5. Ça. Donc on va dire Konami Bloober Team, la nouvelle bromance peut-être. Ils ont annoncé qu'ils travailleront ensemble sur un nouveau jeu basé sur une IP existante du catalogue Konami. Alors bien que les détails sur ce projet restent encore secrets, en parallèle, Bloober Team travaille actuellement sur Chronos The New Dawn, qui a l'air vraiment très très cool dans son ambiance. Un jeu d'horreur, de science-fiction, c'est prévu d'ailleurs pour cette année. C'est un projet qui est inspiré par des titres comme Alan Wake ou Dead Space,
Space, hein, si ça peut, c'est vous un peu aider. un mix des deux, quoi. C'est ça. Et de cette nouvelle collab, donc ils tentent de spéculer, enfin du moins on tente, moi en tout cas je tente en tout cas de spéculer sur un potentiel remake d'un autre opus de Silent Hill. J'espère notamment voir le remake du premier Silent Hill, parce que le 3 ça peut être cool, mais comme le 3 est une suite du 2, enfin du premier du moins, mais une chose est sûre, moi je suis très très enthousiaste. Écoute, je le suis aussi. J'étais pas un fervent défenseur de la Bluebird Team parce que j'avais trouvé The Medium. On se souvient, on a des enregistrements. Assez mauvais, etc. Mais j'ai révisé mon jugement parce qu'en effet, Silent Hill 2 Remake est un excellent jeu avec plein de belles choses dedans. Enfin, je vais pas refaire la chronique. Donc, finalement, de les voir engagés sur un nouveau projet avec Konami, c'est assez... Ouais, ça se tient. C'est assez stimulant, même pour ce studio-là, d'avoir une sorte de ligne directrice avec Konami qui partage un peu l'ADN, hein, finalement, parce que The Medium était quand même assez lié à l'univers Silent Hill et tout. Donc... franchement, c'est bien. Je suis content, ils le méritent. Ils ont gagné leur lettre de noblesse avec le dernier titre. Donc voilà, je suis très enthousiaste. Et pareil, j'aimerais bien aussi un remake. Parce que des nouvelles IP Silent Hill, on va en avoir avec notamment le Silent Hill un peu bizarre. F, je crois que je sais même plus comment ils l'ont appelé. Silent Hill F qui a l'air... qui me sauce bien, moi perso. Un peu chelou. Ouais, mais c'est carrément bien. On en parlait un petit peu d'ailleurs, je sais plus quand, tous les deux, mais il relance la saga de façon assez originale avec le folklore japonais, etc. Donc ça peut être vraiment sympa, intéressant. Et la Bluebird Team, plutôt sur la partie remake, revivre les classiques et tout. Enfin, vraiment, ça se tient et on sait que Konami a vraiment envie de remettre Silent Hill sur le devant de la scène. Donc moi, je dis banco. Allez, je leur fais confiance. Ce qui est cool quand même pour la Bluebird Team, c'est qu'à la base c'est un petit studio polonais. C'est vrai qu'ils ont commencé par des petits jeux à petit budget, hein, c'est sûr. Mais au final maintenant, le fait que eux déjà se sont toujours revendiqués fans de Silent Hill, et comme tu disais, Medium a pas mal été inspiré par Silent Hill. Bon, forcément c'était moins bien, mais déjà il y avait quand même du potentiel dans ce jeu, et ça me paraît logique du coup que comme ils ont fait leurs preuves, qu'ils continuent sur cette lancée en tout cas. Oui, et puis ils ont gagné une certaine légitimité avec le temps. Et maintenant, je trouve que c'est vraiment un studio qui est reconnu pour leur talent, et c'est vraiment cool. Enfin, moi, je suis content. Et continuons sur un sujet d'intelligence artificielle. Donc, Xbox ou Microsoft Gaming, on sait plus trop. Kira, on s'en était fait aussi la remarque avec c'est vrai. Philou qui a changé sa signature au profit de Microsoft Gaming. Bon, moi déjà là-dessus, je suis pas trop fan. Moi, Microsoft, ça me fait penser à Windows. Windows, ça me fait penser au travail. Donc si demain on lance un jeu Microsoft Studio et que c'est un jeu Xbox et c'est marqué Microsoft Gaming dessus, bon, voilà, pas fan. Mais derrière Microsoft, il y a Satya Nadella, donc c'est le big boss, le CEO de Microsoft. Et on l'empereur, ouais, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Je le vois bien avec une capuche et lancer des éclairs. Je sais pas pourquoi. Même une cape rouge, moi je le vois comme ça, ou une cape verte peut-être, enfin, je sais pas, mais en tout cas une cape. Bon, Microsoft est un GAFA, donc ils sont évidemment à fond dans les nouvelles technologies. Donc de voir Microsoft et Satya Nadella parler d'intelligence artificielle, je trouve ça plutôt logique, cohérent. Donc là-dessus, j'ai vraiment pas de souci. Et il présente, il avait fait un podcast, enfin des interviews, où il parlait de Muse, qui est leur nouvelle intelligence artificielle, mais cette fois-ci dédiée aux jeux vidéo. Parce qu'ils ont déjà une intelligence artificielle qui se trouve dans le navigateur Edge, c'est Copilot, qui est vraiment pas terrible d'ailleurs pour l'utiliser un petit peu au travail. Et je sais pas ouf, hein. Franchement, nous aussi on l'a au travail. Moi, à chaque fois, ça me saoule. Ouais, ça rame dans tous les sens et tout. Je suis pareil, je suis pas trop fan. Et donc là, il nous parle de leurs ambitions sur l'intelligence artificielle pour le jeu vidéo. Et il déclare c'est comme la première fois que nous avons vu ChatGPT former des phrases complètes. J'ai hâte de proposer un catalogue de jeux à court terme qui seront générés par des modèles entraînés. Donc en gros, ils veulent utiliser l'intelligence artificielle pour générer des jeux, générer du contenu. C'est pas du tout flippant. C'est pas du tout flippant. En vrai, c'est un petit peu flippant parce que, moi, je suis plutôt promoteur de l'intelligence artificielle. Et encore une fois, je trouve ça très bien que Microsoft investisse là-dedans et c'est leur rôle. Par contre, est-ce que c'est le rôle de la branche gaming de commencer à générer des jeux par IA, etc. Voilà, je pense que c'est pas. Ils peuvent avoir un vrai leadership là-dessus parce que Microsoft est une énorme industrie, une énorme société. Il y a de la thune. Mais voilà, on n'attend pas moi, j'attends pas du leader qui tire le marché dans cette direction-là, parce que pour moi, en effet, c'est pas ce que j'attends de l'IA.
c'est là où patatras, Kira, peut-être qu'ils en utilisent déjà et peut-être qu'il y a eu un petit scandale avec le dernier Call of Duty, donc Activision c'est Xbox indirectement, donc tu l'as vu peut-être, mais ils se sont fait épingler les petits cocos de Call of Duty parce qu'ils avaient un événement à Noël où il y avait un Père Noël un Père Noël zombie d'ailleurs qui avait 6 doigts et tout le monde a grillé tout le monde a grillé qu'il y avait de l'usage de l'IA, donc ils l'avaient pas dit, ils ont commencé par essayer de noyer le poisson pour au final admettre que oui, ils ont dans le dernier Call of Duty Black Ops 6, donc ils ont intégré des éléments générés en IA et qui sont en plus, là où je trouve c'est dommageable vraiment, Kira, tu vas me dire ton avis, c'est que c'est des modèles, c'est des artworks en fait pour vendre du contenu, pour faire des événements et tout à l'intérieur du jeu, donc plutôt que de prendre franchement un artiste, ils ont généré des trucs comme ça en IA. Enfin franchement c'est décevant. Tu vois, c'est pas l'usage de l'IA que j'aime où je trouve que dans le jeu vidéo, il y a plein de très belles choses à faire. Améliorer les graphismes via l'IA qui permettent d'optimiser les jeux. Enfin, ça, on le sait que ça va devenir. Pour la rétrocompatibilité, par exemple, des vieux jeux, ça peut être bien aussi. Très bon exemple, Kira, je l'avais dans ma liste et tu as raison. Pour moi, c'est l'usage numéro 1. Et on sait qu'Xbox sont très très bons là-dessus. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Générer des lignes de texte infinies quand il y a des dialogues avec les personnages. Aider les développeurs sur des tâches plus routinières. Mais vraiment pas remplacer des créatifs. Enfin bon, moi c'est vraiment la petite ligne rouge, tu vois, qui me gêne vraiment sur l'usage de l'intelligence artificielle. En fait, pour moi, l'IA c'est un outil qui devrait accompagner pour peut-être alléger les charges de travail de certains développeurs, pour éviter certains crunchs intensifs, par exemple, ou quand on voit Rockstar qui a modélisé des testicules de chevaux pour son Red Dead, je me dis qu'il y a un mec qui a codé des coucougnettes pendant des semaines pour avoir ce rendu-là. Tu dis que peut-être pour ce genre de feature, on va dire, si on va appeler ça des features, une assistance par IA, ça me paraît judicieux, tu vois, pour éviter le côté répétitif ou le crunch de certaines équipes. Après, si ça vient à supplanter, comme tu disais tout à l'heure, le travail des développeurs, déjà non, oui, gros carton rouge, parce que ça met des emplois en péril, et encore une fois, ça va, je pense, créer une uniformité en fait de standardisation. Voilà, des modèles 3D, des modèles et tout, des textures. Et au final, parce qu'au final, faut pas se leurrer. Si, admettons, encore une fois, Fortnite ça cartonne, l'IA va se dire, tiens, Fortnite ça cartonne, donc je vais faire un style Fortnite en fait. Et c'est un gros frein à la créativité pour moi, et ça peut aider peut-être pour eux pour faire des concept art ou peut-être éventuellement se donner une base, mais derrière ça remplacera jamais un humain en fait, aussi performant soit-elle, parce qu'il n'y a pas l'âme derrière en fait, et il n'y a pas la créativité de cet être humain. Et je disais tout à l'heure, pour le rétro gaming, ça peut être super intéressant, mais sachant qu'ils l'utilisent déjà dans le cinéma pour remasteriser des vieux films pour les sortir en 4K. Par exemple, James Cameron l'a fait sur 2 de ses derniers films, il l'a fait sur True Lights et Abyss. Et quand on voit le résultat sur True Lights, on se dit qu'il y a encore quand même du taf. Parce qu'encore une fois, c'est pas une remasterisation, c'est image par image, c'est très très long, il faut nettoyer, il faut réétalonner, enfin ça demande un travail titanesque. Et c'est là que je me dis que l'intelligence artificielle a encore du taf derrière quand même pour être aboutie en tout cas. Mais t'as carrément raison, parce que vraiment, pour moi, les artistes, ceux qui ont de la créativité, il ne faut pas les remplacer. Par contre, il faut aider ceux qui ont des tâches beaucoup plus difficiles, remasteriser un film image par image, tout à fait, tu as raison. Là, on n'est pas sur une tâche très valorisante. Donc on peut utiliser de l'IA supervisée par des êtres humains et tout, c'est très bien. Mais moi, il y a vraiment 2 choses qui me gênent. C'est sa déclaration où il dit qu'il a hâte de nous proposer des catalogues de jeux générés avec des modèles entraînés. Bon, le gars, il veut y aller massivement, c'est assez clair. C'est normal. Et aussi... Oui, enfin, lui, il est tout à fait dans son rôle. Attention, je critique absolument pas ce personnage, mais c'est plutôt la direction que ça prend qui me plaît pas trop. Pas du tout à fait. Et en plus, le manque de transparence, tu vois. Après, Steam a corrigé. En plus, Steam avait fait son fer de lance qu'on communiquera quand les jeux, il y a de l'IA dedans pour que les consommateurs sachent. Et là, ils n'avaient pas fait parce que peut-être qu'ils ne le savaient pas. Là, ils ont corrigé. Donc, Call of, si vous allez sur la page de Steam, c'est noté qu'il y a des contenus générés en IA. Donc, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on ne remplacera pas les artistes qui, eux, ont quelque chose à apporter que l'IA ne fera jamais. Et aussi qu'on soit transparent avec le consommateur pour nous permettre de choisir vraiment les jeux en fonction de leur, s'il y a eu de l'usage de l'IA et si oui, sur quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment les 2 points les plus importants.
Moi, je pars du principe qu'ils devraient mettre un tag sur les jaquettes, comme pour les normes PEGI, pour préciser qu'il y a de l'usage de l'IA, que ce soit quand même vu, forcément. Et aussi, à partir du moment qu'un jeu, si admettons le jeu est 100% développé sur IA, ou vraiment à 100%, bah là, dans ces cas-là, il devrait y avoir des taxes supplémentaires, parce qu'encore une fois, ils ont fait bosser un algorithme et pas des personnes derrière. Et je pense qu'il faut pas que ce soit... il faut quand même taper dans le porte-monnaie pour que ce soit pas aussi intéressant que ça pour eux, pour que justement, ils y réfléchissent à 2 fois en fait. Et ça, c'est au gouvernement de faire le nécessaire, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Bien vu. Mais en tout cas, ce sujet est très intéressant. On verra quelle direction que ça prend. Espérons en tout cas que... Terminator. Hein. On verra. On va parler un petit peu de Warner Bros. Games. Alors, ouais. Pourquoi ? J'étais enthousiaste, mais je me suis calmé d'un coup. En fait, ça va être la suite d'une de mes news que j'ai fait il y a quelques émissions où j'avais dit que le jeu Wonder Woman avait été rebooté en début d'année 2024. Et là, il a tout simplement été annulé, ce qui a conduit à la fermeture du studio Monolith Productions, donc qui devait produire Wonder Woman. Mais également 2 autres studios ont été fermés suite à, on va dire, un problème de déficit en termes de vente de jeux, en tout cas. Donc cette décision est classique, série de revers financiers, des critiques assez négatives pour Warner. Il y a même Jason Schreier qui a expliqué que la raison de la fermeture des studios Warner Bros. Donc est liée à des millions de dollars de pertes. Par exemple, Suicide Squad, ils estiment qu'il aurait perdu 200 millions de dollars. Multiversus, une perte d'environ 100 millions de dollars. Et aussi le jeu, tu sais, les Quidditch championne. Oui. Ouais. Et lui aurait perdu également 100 millions de dollars. Donc ce qui a... C'est cher que ça, lui. On ne croirait pas. Mais... J'aurais pas pensé. Mais du coup, ça a conduit à la fermeture des 3 studios respectifs qui ont commis, on va dire, à part Suicide Squad, Rocksteady est toujours vivant, mais au moins les deux autres studios. Le seul jeu qui a performé ces dernières années chez Warner, donc hormis les Mortal Kombat bien sûr, c'est Hogwarts Legacy, qui a fait un carton sans précédent, mais c'était pas suffisant pour éponger tout ça. Alors moi déjà, ça m'embête un peu, parce que déjà c'est quand même des emplois qui sautent, mais surtout le studio Monolith n'est pas un studio qui a été fondé l'année dernière, il existe quand même depuis 1994, et ils ont aussi sorti quelques titres assez emblématiques à leur époque, en tout cas comme Fear. Je sais pas si tu te souviens, c'était un FPS d'horreur, une trilogie qui avait cartonné. Ils avaient sorti également 2 jeux, qui sont assez chers à mon cœur, qui sont très très vieux, c'est No One Lives Forever, est-ce que tu t'en rappelles ? Alors je connais pas. C'était des FPS typés James Bond, c'était un pastiche des James Bond des années 60 avec une agent secret très jolie d'ailleurs, et qui devait justement faire ses missions. Il y avait un humour un petit peu décalé, donc ça c'était cool, mais ils ont surtout fait les séries de la Terre du Milieu, donc l'Ombre du Mordor et l'Ombre de la Guerre, qu'on adore tous les deux en tout cas. Ils avaient même créé le Nemesis System, donc qui a été utilisé que dans ces 2 jeux-là. Parce que breveté. Voilà, et qu'on espérait voir revenir justement dans Wonder Woman, c'est ce qui avait été prévu au départ. Et donc, comme ce studio était en plein développement de ce jeu, donc ils ont annulé le jeu et ça a conduit directement à la fermeture du studio en tout cas. Donc moi, j'apporte bien sûr tout mon soutien à ces personnes qui travaillaient dur là-dessus. C'est aussi dommage pour DC Comics parce que ça changeait, on aurait pu avoir autre chose que du Batman. J'adore Batman, c'est vrai, mais avoir un projet sur Wonder Woman, ça aurait pu être très cool. C'était carrément intéressant. Ouais. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et pour moi, voilà, c'est une très grosse déception. Ouais, c'est triste. C'est un studio assez emblématique. Celui-ci, des 3, c'est celui que je connais le mieux. Pour les Terres du Milieu, tu as dit que c'était une adaptation assez brillante du Seigneur des Anneaux qui changeait en plus. C'était hyper intéressant et très bien réalisé. Les jeux étaient vraiment canons. C'est clair. Ils avaient fait Alien vs Predator 2 aussi sur PC que j'aimais bien. Qui était très cool. J'ai beaucoup joué. Ouais, qui était très cool. Mais c'est vrai qu'ils ont une grosse communauté autour de Fear, des Condemned. Tout à fait, c'était des exclusivités Xbox à l'époque de la sortie de la 360 de mémoire. Qui sont sortis après du coup sur... le 2 est sorti sur PS3 de mémoire. C'est ça, le 2. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est triste pour les développeurs. Et après, ils avaient rien produit depuis 2017. Le dernier jeu, c'était... l'Ombre de la Guerre. Après on savait qu'ils avaient des projets et qui avait sous-performé aussi. L'Ombre de la Guerre n'avait pas marché comme ils le souhaitaient en fait, et du coup je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont fermé le studio en tout cas. Moi tu l'as dit, gros soutien aux équipes en espérant qu'ils retrouvent un job et voilà, on peut rien leur souhaiter de mieux, sachant qu'ils étaient vraiment talentueux. Alors, est-ce que depuis ces jeux-là à maintenant, c'est ce que je dis souvent, est-ce que les mecs sont déjà, ça se trouve, ils sont peut-être déjà barrés ailleurs, enfin, on sait pas, mais... C'est pour l'entité, moi, c'est surtout... Ouais, t'as raison, c'est un studio historique avec une grosse...
un gros catalogue, ouais, dommage. C'est comme si on me disait demain Rare ferme. C'est vrai que le Rare de l'époque n'est plus le même du tout, mais voilà, cette entreprise a quand même une certaine connotation aura. Très nostalgique chez moi, voilà, une aura. Et par contre, ce qu'ils ont annoncé, fait intéressant, c'est que Warner, donc, est propriétaire du Nemesis System, et il y a un brevet qui court sur encore 11 années, en fait. Donc potentiellement, on va peut-être le voir sur d'autres jeux, j'espère en tout cas, parce que c'est quand même une super idée. Ouais. Et c'est dommage qu'il dort depuis 2018 en tout cas, et qu'il soit sorti nulle part ailleurs. Ouais, faut qu'il le monnaie, hein, même, quitte à, voilà, ils peuvent vendre la propriété intellectuelle et... Voilà, ça épongerait Suicide Squad. Je sais pas, quand même pas, mais en tout cas, ça mettrait un peu de beurre dans les épaules. Et on termine de mon côté avec Shohei Yoshida, donc une figure emblématique et sympathique. Je trouve qu'il a un peu la bonhomie. C'est sûr que c'est pas Jim Ryan en tout cas. Là, je te le confirme, c'est l'antithèse de Jim Ryan, même si finalement il s'appréciait beaucoup, c'est ce qu'il expliquait dans le podcast qu'on va débriefer, mais en tout cas c'est vrai que c'est cette image un peu sympathique de PlayStation qu'on a perdu, tu as raison. Pour moi c'est un peu le Phil Spencer japonais, parce que voilà, Phil Spencer, malgré que ce soit un gros mytho, il est quand même très sympa ce gars, et Shohei Yoshida a aussi cette bonhomie, cette sympathie, et ces deux personnages que j'aime beaucoup. Et donc Shohei Yoshida a quitté PlayStation, retraite, hein, il est âgé, le bon monsieur. Après, il le mérite. Il le mérite, très belle carrière. Il a fini sur les PlayStation Studios, non pas les PlayStation, sur les PlayStation 1D. Donc il y a un an, je crois qu'il est président des World Studios. Enfin bon, il y a un nom qui m'échappe. Et donc il a quitté l'entreprise et là, il commente. Voilà, il est en roue libre, mais il commente gentiment, dans la bienveillance, mais avec sans langue. Il apporte son expertise. Voilà, sans langue de bois. Donc c'est ce qui fait dire que il parle honnêtement, franchement, sans détour. Donc je vais pas débriefer toutes ses dernières sorties parce que vraiment il est très actif, y compris sur les réseaux. Il fait des émissions, des interviews. Il parle de beaucoup de choses, avec un regard parfois critique envers PlayStation pour les choix des jeux à service, pour les choix même des adaptations des licences en autre œuvre, donc du cinéma et tout. Lui, il n'était pas forcément... Il estimait que PlayStation n'avait pas besoin de ça. Et je pense que c'est un argument qui se tient tout à fait. Il est revenu aussi sur sa collaboration avec Jim Ryan, parce il y avait eu des rumeurs comme quoi il l'avait mis au placard, Jim Ryan. Et au final, pas du tout. Il avait vraiment envie de s'occuper des indés et il avait de très bons rapports avec Jim Ryan, qui est quelqu'un qu'il respecte beaucoup. Il avait parlé aussi de Last of Us Faction, tu sais, le jeu multi qui a été annulé. Ouais. Et il expliquait un petit peu les raisons de l'annulation, qui finalement proviendraient vraiment de Naughty Dog. Donc le projet a émergé, là pour le coup, avec une volonté du studio Naughty Dog et pas venu d'en haut comme on le spéculait. C'était vraiment eux qui voulaient le faire, mais ils se sont rendus compte que les jeux à service, c'est un métier à part entière, donc trop de maintenance, trop de coûts, vraiment mettre des équipes à plein temps dessus, des équipes qui pourraient pas travailler sur leur autre projet qui leur tenait à cœur, Intergalactique, qu'on a eu récemment. Donc voilà, il donne un petit peu les coulisses, et aussi il donne des pistes de réflexion plus larges, notamment sur le fait qu'Xbox devienne éditeur tiers. Et il pense que c'est une bonne stratégie, que Microsoft peut être leader sur l'édition, le service, donc le numéro 1, là où on le sait que maintenant sur les consoles, ce n'est plus possible pour Xbox, ils ont beaucoup trop de retard. Donc voilà, il est plutôt plutôt fair play avec la marque Xbox, dont il dit quand même du bien. Il parle aussi, chose intéressante, tu vas me dire ton avis, car il parle de la Switch 2, et il dit que selon lui, il n'y a aucune raison que PlayStation se prive de sortir ses jeux sur la Nintendo Switch 2. Surtout que PlayStation, tous les éditeurs tiers vont se faire plaisir. Je pense que tous les jeux de l'ère PS4 vont sortir. Vont être remasterisés. Ah, mais on va avoir le droit, je parle pas forcément des jeux PlayStation, mais les jeux éditeurs tiers, tous ceux qu'on n'a pas eu sur Switch. Oui, c'est sûr. On va avoir tous les Assassin's Creed déjà. Tous les Assassin's Creed, on peut imaginer les Dark Souls, on peut imaginer, tout un tas de jeux qui débarquent sur Nintendo Switch 2. Et son propos est de dire que PlayStation devrait faire pareil et sortir peut-être du Ghost of Tsushima, peut-être du Last of Us, peut-être du Horizon. En tout cas, bénéficier de la Nintendo Switch 2 pour étendre ses jeux. Ce qui, à mon sens, est tout à fait entendable. Quand tu vois le parc de la Switch 1, tu te dis qu'il y a moitié à faire des ventes, en tout cas, c'est clair. Quand on voit le prix des jeux maintenant, en tout cas, il va falloir gratter forcément du bénéfice ailleurs. Ouais, et on sait que
Xbox va le faire, donc ils l'ont dit qu'ils allaient soutenir la Nintendo Switch 2 et ça nous avait fait sourire quand ils avaient dit ça. Mais pour moi, PlayStation devrait faire pareil aussi et faire tomber un petit peu cette barrière des licences exclusives pour faire profiter les joueurs Nintendo Switch. Et aussi, il dit que peut-être demain, aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence frontale entre la Nintendo Switch et la PS5, mais maintenant que la Nintendo Switch 2 sera plus puissante, ce sera peut-être pas forcément la même concurrence. Ils vont rentrer davantage en frontal peut-être avec PlayStation, confirmant le fait que en termes de concurrence, Xbox est plutôt effacé. Donc voilà, peut-être que le match de demain en termes de console sera plus PlayStation Xbox, mais PlayStation Nintendo Switch 2 sur un créneau du coup plus identique, voilà, qui se ressemble davantage. À voir. Après, c'est vrai que Nintendo, alors vraiment leurs fans, je les vois pas passer chez Sony à moins d'avoir une seconde console, comme les fans de Sony qui sont aussi devenus une sorte de secte, j'ai l'impression. Pareil, je les vois pas passer full Nintendo. En tout cas, je pense qu'il y aura forcément les deux consoles qui vont cohabiter, et puis c'est pas les mêmes propositions non plus. Et surtout, même si la console est plus puissante, je pense pas qu'on atteindra le niveau d'une PlayStation 5 en tout cas. Non, on sera sur une PS4 Pro. Vous pensez que c'est une console portable, même si voilà, ils ont réduit au maximum et tout, voilà, une PS4 Pro peut-être. Moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'on gagne en rapidité sur cette console, et là, ça sera un grand pas en avant, mais en tout cas, graphiquement, j'ai un doute quand même qu'on soit vraiment sur quelque chose d'équilibré. Vraiment, il donne plein d'infos, il parle aussi de la fermeture de Japan Studio, renseignez-vous si ça vous intéresse sur toutes ces sorties, elles sont vraiment très intéressantes. Il explique aussi qu'ils n'ont jamais cru à Demon's Souls, donc petite anecdote, gros. Ils s'en excusés d'ailleurs. Ouais, grosse erreur de la part de PlayStation. Là, ils ont pas eu le nez creux sur ce coup-là. Donc voilà, Shuhei Yoshida, très actif, suivez-le sur les réseaux, ses petites interviews et tout. Il a un regard évidemment très avisé sur le marché, très pointu, très intéressant, et il ne fait pas preuve de langue de bois, et ça fait du bien. Ce qui est assez rare, c'est vrai. Ainsi se termine la partie news, donc on va attaquer maintenant la partie test. Donc ce sera un test assez court car je vais parler de la première partie d'un jeu, mais avant ça, un petit peu de musique pour se mettre en contexte. Et j'attaque. Allez. Lost Records Bloom and Rage Tap 1. Donc c'est le nom du jeu, c'est la première partie du jeu Lost Records. Donc en gros, ce jeu nous plonge dans l'été 1995 où 4 adolescentes, Swan, Kat, Nora et Autumn, se lient d'amitié et découvrent des mystères dans leur petite ville de Velvet Cove. Le jeu alterne entre cette période et le présent où Swan, adulte, revient sur un événement marquant qu'il s'est passé cet été-là. Donc le projet Lost Record a été annoncé en 2023 par Don Snod, donc les créateurs de Life is Strange. Il est inspiré par les récits de Stephen King, les films des années 90 bien sûr, et le jeu vise à représenter l'adolescence et les défis de cette période. Les développeurs ont voulu créer une expérience interactive qui mélange nostalgie et mystère, tout en explorant des thèmes universels comme l'identité bien sûr et l'amitié, ce qui colle beaucoup avec l'adolescence au final. Ça se tient. Jusque-là, c'est raccord. Jusque-là, ça se tient. La direction artistique est un hommage aux années 90, donc les graphismes, bien que techniquement assez datés, s'avèrent assez détaillés malgré tout. La DA recrée une époque fantasmée de ces années 90 et des éléments comme des cassettes VHS, des sacs bananes, des caméscopes à l'ancienne ou même toute notre enfance. Des trolls ou les Tamagotchi donc sont dispo dans ce jeu en tout cas. Et le gros point fort de ce jeu sont les personnages que je trouve bien développés, donc chacun apportant une perspective unique à l'histoire malgré un certain stéréotype flagrant. Le jeu utilise des choix de dialogue contextuels, donc des QTE par exemple, pour renforcer ou au contraire défaire les liens entre ces personnages. Le jeu aborde, on va dire, des thèmes assez classiques pour les coutumiers du genre, tels que l'identité, la rébellion, l'amitié, mais pour moi, à mon sens, c'est encore un peu superficiel. À travers les yeux des adolescentes, on explore les défis sociaux, les conflits familiaux, les secrets enfouis, c'est les fameux secrets de famille que personne n'ose parler. Oui. Et le récit est également imprégné d'une touche de surnaturel. Alors je dis bien une touche, c'est vraiment une petite cuillère, c'est une cuillerette, tu vois, c'est tout petit pour l'instant. Une cuillère à café. Voilà, c'est plus petit encore, tu vois. Donc, ça ajoute une dimension de mystère et de suspense, mais c'est vraiment
très très timide en tout cas pour susciter un grand intérêt, en tout cas pour le moment. Est-ce que c'est pas un petit peu naïf dans ce que ça a raconté C'est un peu naïf et encore une fois, j'étais en train de jouer, plusieurs fois je me suis dit j'ai 40 ans et je suis en train de jouer des adolescentes qui sont en train de vivre leurs problèmes d'amour dans les années 90. Qu'est-ce que je fous là? Enfin, tu vois, ça c'est de la dévotion pour la taverne du gamer quand même. Je me suis pas vraiment senti la cible. Je sais pas pourquoi t'es parti là-dessus alors du coup? Alors je vais expliquer en fin de chronique. Donc le titre a du mal à se lancer pleinement et moi ce qui me choque surtout c'est la décision de scinder le jeu en 2 parties. Donc c'est peu pertinent car j'estime que ça nuit quand même à l'expérience globale. L'attente entre les 2 parties risque de diluer l'impact narratif car mine de rien, si ton histoire n'est pas suffisamment accrocheuse ou si c'est vraiment trop lent en fait, les gens ils vont peut-être pas continuer leur jeu derrière en fait. C'est ça. Elle est annoncée cette partie 2, on sait quand dans un mois. C'est vraiment c'est une sortie en 2 parties. Pourquoi voilà, pour moi c'est incompréhensible en tout cas. Donc comme je disais, le rythme est assez lent et ça a rendu quand même certaines scènes assez pompeuses et j'ai vraiment eu envie de lâcher la manette à certains moments. Donc ces moments me donnaient même l'impression que l'intrigue stagnait volontairement, ne progressait pas pour augmenter la durée de vie du jeu. Certaines séquences même ne contribuaient pas de manière significative à cette fameuse intrigue. Un tigre c'est autre chose encore, c'est un animal avec des griffes, mais c'est pas pareil. Le jeu ça aurait été peut-être bien, par contre un tigre dans le jeu, ça t'aurait mis un peu de piment. Ça aurait été très très cool. Et en fait ce que je trouve c'est que le jeu papillonne trop en fait, tu vois. Ces scènes semblent déconnectées du reste de l'histoire ou n'apportent pas vraiment de nouvelles informations et pour moi ça les rendait quand même assez ennuyeux. Je vous ai dit j'ai mal à la bouche. Ça les rendeuses, c'était très drôle. Et en fait, voilà, ça me rendait certaines scènes assez ennuyeuses, mais à crever, hein, vraiment. Je me suis retrouvé devant ma télé, je me dis, mais ils arrêtent quand de parler, en fait, ces gens-là. Et le gameplay se concentre donc sur cette fameuse exploration, donc c'est un peu type point and click, comme on va retrouver dans tous les jeux narratifs. Hein. Les passages dans le présent sont à la première personne, et en 1995 sont à la 3e personne. Mais l'élément clé du gameplay, et c'est ce qui m'a intéressé dans ce jeu au départ, hein, c'est l'utilisation du caméscope de Swan, où on peut filmer des moments importants, capturer des souvenirs, découvrir des indices cachés, donc via ce fameux caméscope. Et ces scènes, en fait, ajoutent une couche intéressante, même si elles sont un poil longues et dispensables par moment. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire comme avec l'appareil photo de Life is Strange, mais en vraiment moins percutant et moins, on va dire, disons qu'un appareil photo, ça te prend vraiment une image fixe, en fait, et ça te permettait justement de déduire une certaine histoire de cette image, que là on a carrément des petites vidéos de 30 ou 15 secondes qui vont apparaître au fur et à mesure. Donc les séquences filmées peuvent être rejouées, elles peuvent être également montées, ce qui permet de revivre et d'analyser les événements sous différents angles, et ça c'est très très cool. En plus, le montage de ces séquences utilise un filtre VHS du plus bel effet, donc ça ajoute du grain, des lignes de balayage, des distorsions visuelles, ça recrée vraiment fidèlement l'esthétique des vieilles cassettes VHS qui étaient usées à l'époque. Ça, c'est plutôt cool par contre. C'est ça. Au crédit du jeu. Et ouais, c'est vraiment bien fichu parce que quand tu vas filmer un élément, par exemple, à un moment, tu arrives devant un vidéoclub et puis elle te demande de faire, je sais pas, au moins 4 petites vidéos de quelques secondes en fait pour créer une grande vidéo de leur arrivée dans ton vidéoclub. Parce qu'en fait, le protagoniste se fait un mémoire en fait pour l'école et justement, elle utilise un peu sa vie de tous les jours. Et tu vas arriver, donc tu vas prendre l'entrée du vidéoclub, tu vas regarder les vitrines, après tu vas avoir une PLV à l'extérieur et tout. Et quand tu revisionnes avec le filtre VHS, c'est vraiment les moments que tu as capturés en fait. C'est pas une cinématique qui se crée derrière, donc c'est vraiment ce que tu as filmé. Moi j'ai fait le con avec le zoom, je me suis baissé, levé et tout, et c'est vraiment les angles de caméra que j'avais. Donc là-dessus, on s'y croirait. Ça paraît plutôt cool. Enfin, ça, tu vois, deuxième argument. Ça paraît plutôt cool. Après, à côté de ça, ce qui est cool, c'est la bande originale, en fait, qui est un mélange assez éclectique de morceaux originaux, bien sûr, et de musique des années 90. Et franchement, ça joue vraiment un rôle crucial dans l'immersion, à un point que j'écoute la BO en voiture, même si j'ai pas envie de jouer au jeu, tu vois. Donc, la BO est vraiment un des points forts du jeu. Mais à côté de ça, c'est cucu. Mais qu'est-ce que c'est cucu? Franchement, il y a des scènes, je me suis dit, mais what? Mais après peut-être que les jeunes filles des années 90 réagissaient comme ça, mais il y a des trucs je me dis mais non quoi, il y a un moment. Et ce qui m'a aussi gêné, c'est quand tu vois certains personnages à l'âge adulte, donc genre ah oui j'ai changé, j'ai eu 2 enfants et tout, mais elles réagissent de la même manière que dans les années 90 en fait. Et du coup j'ai vraiment cette sensation que certains persos n'ont pas évolué, surtout le personnage que nous on incarne en fait.
Ouais. À côté de ça, comme je dis, j'ai eu certains moments de tension. Donc j'ai certains moments où, par exemple, j'étais en train de me balader dans un camp de SDF où il y avait des scènes assez glauques, avec des tags assez explicites et tout. Et puis tu te rapproches du camp, plus tu vois que ce camp sert à certaines choses, tu vois. Et je me suis dit, putain, je joue des gamines de 15 ans, enfin même moins que ça, 14 ans, et je me dis qu'elles sont en danger. Et là, ça marchait super bien. À un moment, tu visites une maison en ruine, c'est pareil, la maison elle est en ruine, t'as des distorsions sur ta caméra, t'as l'impression, t'entends des bruits, t'as l'impression qu'il y a des fantômes, et là le côté surnaturel arrive, et là tu te dis c'est très cool, j'ai envie d'en savoir plus. Sauf que ça arrive vraiment en fin d'épisode 1 en fait. Donc c'est-à-dire j'ai joué plus pour le 2 alors. Voilà, j'ai joué 5 heures. J'ai joué 5 heures de dilemmes moraux et sentimentaux de gamine de 14 ans, et à côté moi le côté vraiment qui me tentait, parce que moi on me propose un jeu inspiré de Stephen King et de Stranger Things, moi je dis banco, mais là ça arrive que vraiment très très tardivement en fait. Donc j'ai pas fait de plus et de moins parce que le jeu n'étant pas fini, j'ai pas voulu en faire. Je pense faire la deuxième partie pour en test, et là je ferai des plus et des moins. Tu fais une synthèse des deux, ce sera carrément, ce sera intéressant. Tout à fait. Ouais. Alors, Lost Record, Blood and Rage, j'ai quand même fait une conclusion bien sûr, est une aventure qui réussit à nous faire vivre une tranche de vie des années 90. Et ça, le mot tranche de vie, c'est important. Tout en explorant des thèmes universels qui parlera à chacun. Malgré un rythme très poussif et des personnages trop clichés, il offre une expérience par moments intéressante, par moments touchante, mais qui ne me donne pas spécialement envie de découvrir la suite. Et c'est bien ça le problème d'un jeu en 2 parties. Donc si on est fan de ce type de récit, et surtout du type de récit tranche de vie, donc assez réaliste quand même, de belles histoires sur la jeunesse et de mystères surnaturels, ce jeu mérite votre attention. Néanmoins, je vous conseille quand même d'attendre les 2 parties pour vous le faire d'une traite en fait, car en l'état, il va falloir trouver la motivation pour relancer le jeu dans 1 mois, sachant qu'en 1 mois, vous pouvez faire un autre jeu derrière, et c'est le genre de proposition qui peut passer à la trappe en tout cas. Ouais, c'est un peu risqué, c'est une drôle d'idée de l'avoir fait comme tu dis en 2 parties. Ah ouais, je comprends pas. Surtout que si l'intrigue commence à se lancer, les éléments forts arrivent plutôt à la fin et que ça coupe, en fait, tu vis beaucoup plus de frustration que d'envie d'y retourner. Enfin, c'est comme ça que je le ressens quand tu l'expliques. Et c'est bizarre parce que Life is Strange, pour moi, ils avaient pas fait ça. Hein, c'était un jeu en une seule partie. Non, c'était en fait Life is Strange, c'était en 4 ou 5 épisodes. C'était vraiment du format épisodique. Mais comme c'était des épisodes beaucoup plus courts, en fait, je trouve que l'intensité du jeu, en fait, arrivait. Et même si on avait 1 ou 2 chapitres un petit peu plus creux, dès le début, on avait les enjeux. On savait qu'il allait avoir une tornade. On voyait que le personnage avait possibilité de remonter le temps avec son appareil photo. Enfin, direct, on avait certaines clés qui nous donnaient envie d'en avoir plus. Là, le problème, c'est que j'ai toujours pas compris quel était ce secret des années 90, et surtout, est-ce qu'il y a vraiment une menace surnaturelle, ou est-ce que c'est pas vraiment une menace surnaturelle? Enfin, là, j'arrive à un stade où, en fait, je me dis, ouais, enfin, vous me présentez des choses, mais je sais pas où vous allez, les gars. Et ils ont pas réussi à t'accrocher, ouais. Bah non, et j'ai l'impression que, ils vont tout balancer dans l'épisode 2, ce qui peut être cool en soi, mais encore une fois, c'est un peu chiche pour démarrer. Alors, en parlant un petit peu sur Twitter, j'ai vu que énormément de gens avaient aimé la proposition, en tout cas, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a vraiment ce côté pas feel good, enfin si, un peu feel good, avec des beaux paysages, on se balade avec des jeunes filles qui se créent un groupe, elles veulent se faire une petite base, elles font du rock, enfin tu vois, il y a des bonnes idées derrière, et c'est vrai qu'il y a des good vibes, mais il y a un côté très niais et très cliché qui m'a quand même un peu agacé par moments. J'ai fini le jeu cette nuit, donc je l'ai fini, il devait être 2h du matin, j'ai dû le finir en 5 à 7 heures à peu près, et à la fin c'était long. Bon bah écoute, de toute façon moi j'avoue c'est pas trop ma cam, c'est pas mon univers. Déjà Life is Strange c'est pas du tout ma cam, mais vous avez compris que j'y connaissais rien. Dontnod ils avaient fait Vampire que j'avais pas aimé. Jusian pareil c'est pas trop ma cam. Enfin Banisher j'ai pas fait, mais bon c'est vrai que c'est pas un studio que je suis beaucoup. Mais par contre t'as attisé ma curiosité plus à avoir ta deuxième partie de chronique et voir si ton jugement va changer par rapport au premier. Voilà. Tu vois, enfin ça va être rigolo. Par contre c'est mon seul attrait que j'ai pour ce jeu, c'est suivre ta deuxième chronique et savoir ce que ça donne, quoi. Donc en mars plutôt, c'est ça va arriver ce mois-ci, enfin bientôt. C'est ça, c'est fin mars, la deuxième partie, donc je la ferai dans la foulée en tout cas. Là j'attaque dès ce soir je pense, ou demain Like a Dragon, Pirate Yakuza, et donc je le ferai dans la foulée parce que je pense que ça va se goupiller en termes de timing, je devrais y arriver en tout cas. Moi par contre Dontnod, j'ai bien aimé le premier Life is Strange,
Strange que j'ai trouvé très cool. J'ai pas fait les suites. J'ai pas aimé Jusant. Voilà, un jeu sur l'escalade. Clairement, je me suis fait chier. Et puis l'histoire, ça m'a pas emballé plus que ça. Et par contre, j'ai bien envie de faire leur dernier jeu là. Celui que tu disais tout à l'heure, Banisher. Celui-ci me tentait beaucoup. Je pense le faire un de ces cas, mais pas dans l'immédiat. Mais c'est vrai qu'en l'état, bon, je suis passé à côté. Je dois pas être la cible, je pense. Bah ouais, pourtant c'est vraiment ta cam. Toi, les Règnes et compagnie, c'est vraiment ton style. Donc, écoute, à voir la partie 2. Voilà. Exactement. On laisse en suspens. C'est ça. Donc maintenant, on va parler d'une autre grosse hype qu'on trouve sur les réseaux sociaux. On va parler de Bref saison 2. Donc c'est à toi qui va nous faire la petite analyse de cette série. Tout à fait. Ça a été une série un petit peu événement parce que déjà on l'avait pas vu venir. Et pas du tout. Quand on écoute que Kian Kojandi, donc qui est l'interprète principal et aussi à la scénarisation, avec Bruno Mucchio ou Mucchio, enfin Bruno quoi. On va l'appeler Bruno, c'est très bien. Ils ont tout fait pour cacher même sur les plateaux et tout que c'était Bref 2 qui était en train de se tourner pour garder vraiment ce qui est cool. L'anonymat et la surprise. Et ouais, c'est cool parce que vraiment on l'a pas vu venir. C'est diffusé sur Disney+. Et autre surprise, c'est que Bref saison 1, très connu, 83 épisodes de 2 minutes, voilà, ça avait fait, je pense quand même... Avec un montage cuté, très frénétique. Ça avait marqué son époque, même sur le style, la réal et tout, il y a beaucoup de youtubeurs derrière qui ont repris le format, enfin ça a vraiment marqué son époque, donc en 2011, 2012, ça nous rajeunit pas. Et là, deuxième surprise, donc Bref 2 revient, et en plus en format long, donc 6 épisodes de 30 à 40 minutes. Ils ont fait une Kaamelott dans le milieu. Ils ont fait, ouais, exactement, ils ont fait une Kaamelott, j'en parle un petit peu après d'ailleurs, c'est rigolo. Et en plus tu parles de Kaamelott, mais il y a plein de caméos, dont Alexandre Astier, dont Guidré, la chanteuse, il y a Aurel San, McFly, Pablo Mira, Mister V, enfin c'est bourré de caméos comme voilà. Grégoire Ludwig. Il y a beaucoup de caméos, donc un cast assez fou, et on verra du coup si ce retour est une réussite. Bon oui, je vais le dire tout de suite, ce retour est une réussite pour moi en tout cas, parce que vraiment, elle sort de sa zone de confort, moi elle m'a beaucoup touché, et on retrouve la patte du créateur, c'est ça qui est important. Mais avant, musique, donc je sais pas encore ce que je vais mettre comme musique, je sais même pas si c'est une musique de générique, tiens ça me parle pas, mais en tout cas je trouverais bien une musique. Le Sardine de Patrick Sébastien. C'est un truc qui n'a rien à voir. Ouais, qui n'a rien à voir, pour bien entamer la chronique. Allez, je vais y songer, on se redit, hein. De toute façon vous avez la réponse tout de suite, mais nous voilà, on va réfléchir en post-prod. Donc générique, enfin musique. Donc l'histoire ou le propos ou t'as parlé de tranche de vie un petit peu tout à l'heure, le pchit. Allô ciné, coucou. Tranche de vie, on est un peu là-dedans en fait, on est un peu dans la tranche de vie, surtout qu'il va parler aux trentenaires plutôt quarantenaires comme toi mon cher Kira, et bientôt moi, donc j'ai rien à dire. On retrouve le héros qui s'appelle, enfin qui est toujours... il a pas de nom, je crois. Enfin c'est le héros, il a pas, non il a pas de nom, oui. C'est jeu entre guillemets. C'est un héros sans prénom qui, voilà, ça vise vraiment à nous aider, ça nous aide à nous transposer dans le personnage parce qu'il a pas de prénom. Et le synopsis, j'ai repris je crois le synopsis d'Allociné, ce que je fais jamais parce que j'aime bien les réécrire, mais là ça me faisait marrer. Donc c'est marqué, ça y est, il a 40 ans et le constat est amer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amertume au début de la série. Donc ça dit, à force de non-choix et de ne jamais réellement se prendre en main, il se retrouve encore et encore à la même place. En galère de thunes, sans copine et sans travail. Un énième retour à la case départ qui va enfin le motiver à réagir, à se prendre en main et à écouter quelqu'un d'autre que la voix dans sa tête. Donc voilà, j'ai repris le sino parce que je l'ai trouvé plutôt bien, assez marrant, et ça pose, je trouve, extrêmement bien les bases de ce que va raconter la série. Surtout que l'écriture, le scénario, je trouve que c'est un élément très fort, c'est un des points forts de la série, mais je vais très peu la développer. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on se disait quand je t'ai dit que je ferais cette série, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont évoqués, et ils ont tous un dénominateur commun, ces thèmes,
c'est qu'en fait, il compose votre vie, nos vies à nous. C'est une série qui est vraiment, je trouve, au plus près du réel, une série vraie. Et les thèmes sont très universels. Ils sont abordés avec beaucoup de sincérité et portés par un jeu d'acteur qui est en plus assez authentique, qui tranche parfois, même un peu parfois surjoué. C'est précisément un exercice. Ça fait partie du charme, tout à fait. C'est un exercice de style un peu voulu. Parce que Kian Kojandi aime beaucoup illustrer les choses, les imager et tout, et dans la surreprésentation, c'est aussi représenter les sentiments que les personnages ressentent, pardon. Donc ici vraiment je vais pas développer davantage l'histoire, je vais plutôt vous donner envie, mais je pense qu'on peut le dire, on rit, on pleure, on se remet en question, parfois on fait tout ça en même temps, rire et pleurer, enfin c'est une série qui touche beaucoup et les thèmes... je confirme, je suis déprimé depuis que je l'ai vu. Ouais. En tout cas, je pense qu'on peut pas y être vraiment insensible à cette série. Et ce que tu dis va faire écho à ce que je dis dans ma conclusion. En tout cas, si vous êtes insensible à cette série, c'est peut-être vous êtes le mec du film. Donc vous verrez quand vous aurez vu la série. C'est un petit private joke pour ceux qui l'ont vu. Mais ouais, j'aborderai pas plus l'histoire. Plongez dedans. Et vous verrez que vous vivrez quand même des choses très intenses. Moi, j'ai vraiment passé du rire aux larmes presque dans la minute même, quoi. Et ça, c'est quand même rare dans une... Ça t'a fait ça aussi, Karin ? Ça m'a fait ça, tout à fait. Je me suis pris ça un peu comme une claque dans la tronche. Je m'attendais pas à ça. Ouais. J'ai binge-watché la série très, comme moi, en une soirée, quoi. C'était... je lâchais pas la télécommande, clairement. Je vais pas dire que j'ai passé un bon moment, parce que comme je te dis, je déprime depuis, et grosse remise en question pour moi, en tout cas. J'ai pas passé un mauvais moment non plus, parce que pour moi, c'est une des meilleures séries françaises que j'ai vues, mais c'est une série qui mérite d'être vue, et surtout, c'est une série qui fait ce qu'elle a, son propos de base, en fait, elle te fait réfléchir, et c'est là-dessus que c'est fort, parce que je me suis retrouvé dans énormément de situations, et surtout, ça m'a rappelé avec nostalgie l'époque où je regardais Bref, déjà aussi, et j'ai vu que, eux ont évolué, moi j'ai vieilli aussi, et c'est un mélange d'émotions, on va dire. Ouais, c'est pour ça que je veux vraiment pas trop aborder les thèmes. C'est pareil, sans spoiler, là j'ai failli dire des trucs et je me suis arrêté direct. En fait, ça peut que parler tellement c'est plein d'universalité et c'est la vie, en fait, c'est la vraie vie, et en effet il y a de la remise en question, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, n'en disons pas plus. Par contre, je voulais parler du format. Parce que pour moi c'était un peu l'élément le plus difficile à appréhender pour moi en tant que spectateur, parce que quand on passe de Bref où les épisodes durent 2 minutes à des formats longs, ça peut être casse-gueule. Les formats rapides, surtout que les formats rapides ont cet avantage d'être rapide, incisif, net, efficace. Tu vas à l'essentiel. Un format plus long, c'est plus ambitieux, ça te permet d'aborder plus de choses, mais c'est vraiment pas la même approche. Et ce qu'ils ont réussi à faire au début, je trouve, c'est mettre vraiment en place une trame, une histoire, parfois entrecoupée, ponctuée de Bref un peu à l'ancienne, où on a des micro-passages où on revit du Bref avec le même découpage, le même entrain, etc. Au fur et à mesure de la série, ça s'estompe. Donc ils nous ont accompagnés un petit peu, je trouve. Ça va avec l'évolution du perso, en fait. Ouais, et ils accompagnent le spectateur à ce changement de format, parce qu'au début, on retrouve beaucoup d'éléments de Bref qui se distillent à la fin pour au final être une série avec son authenticité, sa propre raison d'exister. Et ça, je trouve que il nous faut un petit sevrage en douceur, avec délicatesse au début, et c'était vraiment pas mal. Et au final, je trouve que le rythme est très très bon sur l'intégralité de la série. Moi, je suis pas trop série, je consomme beaucoup moins de séries que toi, mais pareil, je l'ai fait en une soirée, ce qui m'arrive quasiment jamais. Et je vais même dire quelque chose, et tu sais l'amour que j'ai pour Kaamelott et Alexandre Astier, je trouve qu'il a mieux réussi sa transition sur du format long que Kaamelott, alors que pourtant j'adore les saisons en format long, mais là j'ai trouvé que c'était encore plus réussi, j'ai trouvé ça meilleur, tu vois. Là-dessus je suis d'accord, et c'est vraiment le gros point fort de... En fait, est-ce que Kaamelott a pas servi aussi de modèle pour éviter de faire, pour moi à mon sens, les mêmes erreurs, parce que même si, comme toi, j'aime beaucoup le livre 5 et le livre 6 de Kaamelott, le début du livre 5 est très poussif aussi, que là non, on rentre directement en 6 épisodes, comme on dit, pas le temps de niaiser, et dès le premier épisode déjà on se prend une gifle, en fait, et c'est ce qui fait vraiment la force pour moi de ce programme, parce qu'il a su s'adapter, en fait, à la plateforme, tout simplement, hein. Il a fait des formats 30 minutes, on est sur Disney+, ça fait du contenu pour Disney+, et il a utilisé les codes aussi des plateformes pour faire sa série, et c'est ce qui m'a vraiment
c'est ce qui m'a vraiment fait halluciner pour le coup. Avec le premier épisode dispo gratuitement sur YouTube, offert sur par YouTube, Disney+. Donc vraiment, testez, allez-y, c'est sur YouTube. Et il y a deux marqueurs très forts que je trouve dans la série. Et c'est quand je parlais de patte de l'auteur, donc c'est Kian Kojandi, moi que j'ai vu en spectacle, que j'aime beaucoup. Je l'ai vu 2 fois en spectacle. Et il y a 2 éléments qu'il utilise, je trouve, à chaque fois qui font partie de son ADN. C'est déjà l'interconnexion qu'il va mettre dans certains éléments anodins. Je vais pas les décrire évidemment parce que là ce serait du spoil, mais vous verrez des petites choses qui sont distillées petit à petit dans chaque épisode et qui un peu une sorte d'effet papillon ou voilà, plutôt à la fin. Oui, voilà, un peu dans cette idée-là, mais je trouve que c'est presque plus subtil. C'est pas des éléments qui vont complètement révolutionner l'intrigue ou faire des changements majeurs, mais par contre il y a des connexions qui se font entre plusieurs éléments. Ouais, voilà. Et ça, je trouve ça vraiment bien fait. Donc je donnerai pas d'exemple, mais pour moi c'est un élément de son talent, un élément fort qu'il a. Pour moi, ça fait partie de son ADN. Et la deuxième chose, c'est qu'il aime matérialiser les concepts. Donc des concepts qui sont abstraits pour leur donner un truc physique, visuel, ludique à regarder. Donc je vais prendre là un exemple qui est dans le premier épisode pour l'illustrer. C'est le Malacompagnax. Tu sais, c'est la petite boîte de médicaments qui traduit, donc c'est pas un spoil, c'est dans le premier épisode, c'est au tout début, c'est un des concepts, c'est un peu la peur d'être seul et de s'entourer des mauvaises personnes. Et pour illustrer cette notion-là, on va voir des personnages qui ont sur la boîte avec eux de Malacompagnax. Donc c'est une petite parodie d'un médicament. Ouais, et puis ça colle tellement à plein de personnes en fait. Non mais surtout, Kian Kojandi aime énormément faire ça. Il y a du speed dating où il y a la télécommande, enfin plein de petits éléments. En fait, il aime représenter des concepts ou des éléments à l'écran de façon ludique, pour qu'on les comprenne mieux, qu'on les saisisse mieux, pour que ce soit plus tangible. La manière la plus simple possible. Ouais, c'est malin, c'est ludique et c'est très visuel, c'est très impactant. Et ça, pour moi, c'est sa marque de fabrique à Kian Kojandi. C'est ce que j'aime chez lui, c'est ce que j'ai retrouvé dans son spectacle. Et ça surprend vraiment, quoi. Ça surprend, c'est amusant visuellement et je trouve que ça marque. Tu vois, ça marque encore plus. Encore une fois, cet exemple du Malacompagnax, moi, c'est un truc qui m'a marqué et c'est hyper savoureux en termes de mise en scène. Tu vois, ça rajoute un côté très moderne, je trouve très ludique, très sympa, qui correspond un peu avec la génération un peu geek que nous sommes. Et franchement, je trouve ça vraiment très très malin. Et ça, j'aime ça chez lui. Ça fait vraiment écho à son format court, comme tu disais, en 2 minutes 30, fallait qu'il monte les choses très très facilement. Et quand il montrait par exemple que il remettait ça à 2 mains, et puis t'avais 2 mains qui étaient matérialisées, qui remettaient ça à jamais, et qui mettaient ça dans une poubelle, tu vois. Et ça, c'était pour que ce soit percutant. Et le fait qu'il l'utilisait dans son format long comme ça, et non seulement ça fait écho à la série, mais en plus, comme tu dis, c'est hyper parlant et c'est hyper ludique à regarder. En fait, quand on comprend le truc, on se dit que c'est une sorte de gag, c'est à la fois drôle et direct, c'est poignant, quoi. Et ça fait partie un peu de son ADN, tu vois. Moi, je trouve que ça, là, tu sens l'artiste, tu sens la patte, tu sens sa vision, et ça c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et en dernière section, avant la conclusion, donc c'est un peu rigolo, un peu rigolo, ça se trouve, vous avez trouvé ça naze, mais c'est la série la plus notée de tous les temps sur Allociné en note spectateur. Donc ils ont pris 4,8 sur 5 sur la date 5500 notes, donc quand même un truc de ouf, donc devant God of War, j'allais dire, devant Game of Thrones & Co. Bon, c'est à temporiser, mais je trouve que c'est ultra intéressant. Donc moi je dirais pas que c'est la meilleure série de tous les temps. Par contre, c'est une série que j'ai aimée, que j'aime profondément. Donc vous voyez ça. Mais en fait, ces notes, elles veulent dire tellement. C'est qu'en fait, on note pas un Bref 2 comme on note un Game of Thrones justement pour sa trame, ses effets spéciaux. En fait, un Bref 2, l'engagement que tu as quand tu vas mettre ton 5 étoiles, c'est parce que tu as vécu un truc, parce que tu as eu de l'émotion, parce que ça t'a parlé, parce qu'en fait il y a un biais émotionnel qui se passe quand une série est aussi universelle, parle du quotidien, c'est de la tranche de vie où beaucoup de gens s'y retrouvent. En fait, ça la rend presque un peu hors classement parce qu'elle joue dans une cour où forcément d'autres séries ne vont pas t'embarquer sur de l'émotionnel et tout comme ça. Donc j'ai envie de dire, c'est une note méritée mais plutôt subjective, bien que la série est vraiment encore une fois incroyablement bonne, mais les gens ont noté avec le cœur et c'est des notes d'amour, tu vois, pour moi c'est hors classement presque, et ça traduit un peu le fait où c'est une série qui nous touche, quoi, et on la juge du coup avec beaucoup d'émotion forcément. Après moi là-dessus je temporise un peu dans le sens où la série est
entre guillemets un petit phénomène de mode, tout le monde en parle et je suis content d'ailleurs de l'avoir vu avant qu'il y ait cet engouement autour de la série, et c'est un peu le problème que j'ai avec les séries de plateforme en ce moment, non pas que la série soit mauvaise, au contraire, ce que j'ai dit c'est peut-être pour moi une des meilleures séries françaises que j'ai vues, loin de là, hein, par rapport loin d'ailleurs, mais le problème c'est quand il y a un engouement comme ça, j'appelle ça des engouements éphémères en fait, c'est-à-dire les gens ils vont se hyper, ils vont en parler, ils vont créer une sur-hype possiblement pour certaines personnes, et en parlant ce matin avec une personne, il m'a dit waouh, j'ai commencé Bref, et je suis super déçu. Et moi je fais ah bon, mais pourtant la série, je veux dire, elle touche l'âme en fait. Et il fait ouais bah non, et en fait il s'est tellement fait hyper par la série si tu veux que lui il l'a regardé comme quelque chose de ludique on va dire, et du coup la série il a plutôt analysé que regardé, tu vois. Et en fait ce qui se passe c'est que la série l'a pas touché plus que ça, et j'ai remarqué c'est le cas avec beaucoup de séries quand elles sortent, en fait les séries sont extrêmement notées rapidement de façon très très haute sur les sites de notation parce que les gens ont kiffé dans l'instant T en fait, et le problème c'est qu'on ne parle plus de ces séries quelques temps après, et moi j'espère pas que ça soit le cas de Bref justement, j'espère que les gens continueront à en parler, mais malheureusement là on est dans un stade où les gens ils regardent le truc, ils notent direct parce qu'ils ont kiffé, plaisir instantané, ils en parlent, c'est la meilleure série de la Terre, et dans une semaine il y a une autre série, plus personne n'en parle. Ouais, c'est un risque, surtout que c'est un petit événement. Après moi je pense qu'il restera des choses quand même, il y a déjà des phrases qui sont ultra cultes avec Bref 2, donc déjà est-ce que je suis le mec du film, enfin vous comprendrez ou pas, enfin vous comprendrez en voyant, ou la phrase encore il avait besoin de s'asseoir 30 secondes, il s'est assis 20 ans. Moi cette phrase elle peut que résonner, enfin il va en rester beaucoup je trouve des choses de cette série. Bref, en conclusion, j'ai fait bref en conclusion. C'était pas voulu le bref, mais bon. Bon, en tout cas, moi, c'est un de mes plus grands coups de cœur série télé de l'année, et peut-être même de la décennie en série tout court. Pourtant, il y a beaucoup de séries que j'ai aimées, Silo, Ted Lasso, Sévérance, mais celle-ci, comme je disais, elle a un goût différent, le goût de l'authenticité, le goût du vrai, avec beaucoup de valeurs qui me sont chères. Donc, je vais pas trop les décrire, mais on a parlé de la remise en question du positivisme, aller de l'avant, être une meilleure personne, etc. Bref, c'est une série qui parle de soi, une série vraie, je l'ai dit, une série universelle, une série humaine, une série authentique, mais, et c'est là où ça va faire écho avec ce que tu disais au tout début, et je conclue là-dessus, je pense que c'est une série qu'il faut être prêt à regarder et à apprécier. Je pense qu'il faut être bien avec soi-même. Enfin, ça appelle à beaucoup de choses. Donc, j'en dirai pas trop. Moi, ça m'a chamboulé autant que ça m'a fait rire, autant que ça m'a fait pleurer, et parfois en même temps, comme je l'ai dit. Donc voilà, je vous partage. En tout cas, moi, c'est un énorme coup de cœur. Je la re-regarderai avec beaucoup de plaisir, et ça, je le fais quand même très, très rarement. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, c'est ma série préférée que j'ai vue depuis le début de l'année. Donc, d'accord, on est fin février, mais en attendant, pour l'instant, c'est ce que j'ai vu de plus quali en nouvelle série télé. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé Dexter, toi, je l'ai dit tout à l'heure, mais Bref 2, déjà parce que ça sortait de nulle part. Ouais. Côté rafraîchissant. Ouais, en fait, encore une fois, c'est une série qui m'a touché, qui m'a fait écho à pas mal de situations, donc j'ai dit ah ouais quand même. Donc voilà quoi, faut être prêt, c'est vrai, faut être prêt, soyez prêts pour regarder Bref. Petite anecdote, il y a une boutique, ça c'est pas vraiment un spoil, Luluberlu, une boutique de jouets. C'est la boutique qui existe vraiment, dans laquelle j'achète mes vieilles figurines gargouilles. Donc j'étais trop content de l'avoir, cette boutique. Donc elle existe vraiment, donc c'est trop cool. En tout cas, si vous aimez la pop culture et que vous êtes de la même génération que nous, trop de trucs vont vous parler, et vous allez, quoi qu'il arrive, kiffer, je pense. Ainsi se termine donc ton sujet hors sujet, ça y est, l'émission touche à sa fin. Est-ce que tu as des big up que tu souhaiterais passer pour terminer ? Alors, j'ai pas eu le temps de beaucoup en noter, un seul, donc Ethan et le bus magique, on peut l'appeler comme ça, mais Ethan, tu te rappelles celui qui met le bazar dans son bus avec son chauffeur? Tout à fait, quand merde le chauffeur et tout. Voilà, donc il nous a refait un petit big up, et son chauffeur du coup nous écoute, voilà, donc big up à vous, on vous apprécie beaucoup, et ils attendent de nous des chroniques rétro. C'est vrai, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de rétro, mais ça arrive. J'avais prévu Metal Gear 2 cette semaine, que je n'ai pas fait du coup, donc peut-être je le ferai dans 15 jours, vu que c'est dans 15 jours c'est à moi, et j'ai prévu aussi une chronique Kingdom Hearts normalement qui arrive courant mars, donc il y aura 2 chroniques rétro sur le mois de mars. Moi j'en ai prévu aussi, donc moi il y aura du Wario Land, donc voilà, ça arrive, c'est dans les tuyaux, comme on dit. En tout cas, comme d'habitude, ce fut un plaisir d'animer cette émission avec toi. Je te laisse conclure, comme le veut la tradition. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine et profitez bien.
Eh ben écoutez, merci à toutes et à tous. Jouez bien. Peut-être pas à Lost Record, j'ai même plus le nom du jeu, mais en tout cas... ça peut plaire, ça peut plaire. Ça peut plaire. En tout cas, il y a sa communauté de fans, en tout cas. Allez voir des films au cinéma, regardez des séries, bref, Allez voir le film sur Bob Dylan, qui est fantastique, avec Timothée Chalamet, j'ai oublié d'en parler, Un homme ordinaire, je crois, de mémoire. C'était trop bien. Voilà. C'est dit. Lisez des livres, écoutez de la musique, écoutez des podcasts et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.